Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc a mis en place un système fiscal spécial pour attirer les compagnies pétrolières. Objectif affiché, maximiser les possibilités d'exploration, d'extraction, d'exploitation et de commercialisation des hydrocarbures. Les cours de l'huile de palme s'envolent sur le marché international, déjà en hausse en 2021. Le prix de cette matière première, très consommée en Afrique, mais aussi produite, accule commerçants et consommateurs, notamment en Côte d'Ivoire, deuxième producteur d'huile de palme en Afrique. Et l'État d'Imo, au sud du Nigeria, reste sous le choc après l'explosion d'une raffinerie de pétrole illégale le 22 avril. Un drame qui a coûté la vie à une centaine de personnes. Une dizaine de corps carbonisés, désormais méconnaissables, attendent d'être enterrés. Mais tout d'abord, la Guinée et le Burkina Faso demandent un peu plus de temps à la CEDEAO pour organiser leur transition. Les deux pays, dirigés par des juntes militaires depuis leur coup d'État respectifs en septembre 2021 et janvier 2022, ne sont pas parvenus à fixer un chronogramme avant le 25 avril, délai imparti par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avant la prise de sanctions. En réponse à cette requête, la CEDEAO a décidé d'envoyer une mission pour discuter avec les autorités guinéennes et burkinabées. Notons que les deux pays campent sur leur proposition d'une transition de 3 ans. Le Maroc a mis en place une série d'avantages et d'incitations fiscales pour attirer les compagnies pétrolières. À titre d'exemple, la pression fiscale du Royaume n'atteint pas 30% pour les entreprises pétrolières, alors qu'elle est bien plus élevée dans d'autres grandes puissances pétrolières, où elle atteint jusqu'à 80%. Plus de détails avec Corinne Honnet. Des avantages fiscaux pour engager plus d'investisseurs étrangers dans le secteur du pétrole. C'est une stratégie que développe le Maroc qui ambitionne devenir un leader en matière d'énergie. À titre d'exemple, pendant les 10 premières années de production, les sociétés bénéficient d'exonérations de taxes à la valeur ajoutée, de brevets, d'impôts sur le revenu du capital, de droits de douane et d'impôts. Aussi, les compagnies pétrolières en activité perçoivent des redevances de 10% sur le pétrole et de 5% sur le gaz si l'exploration est concluante. Il est ainsi établi que la pression fiscale au Maroc n'atteint pas 30% pour les entreprises pétrolières, alors qu'elle est de 80% au Venezuela et de 38% en Irlande, deux puissances pétrolières mondiales. Le Maroc dispose d'une chaîne de valeur locale très importante avec une main-d'œuvre qualifiée, un secteur bancaire important, un secteur énergétique de pointe. Donc, de tels facteurs juxtaposés les uns avec les autres pourraient attirer des investissements importants pour permettre aux Royaume chérifien de pouvoir obtenir des taux de croissance économique tout à fait importants. Pour les experts, la stratégie de l'attractivité fiscale se révèle payante. Pas moins de 4 entreprises pétrolières ont déjà eu des intérêts au Maroc, notamment le géant italien Eni, Qatar Petroleum et Europa Oil and Gas, ou encore la compagnie pétrolière espagnole Repsol, qui a cependant considérablement réduit sa présence au Maroc. Mais la principale crainte est que déjà le Maroc avait été déjà épinglé il y a 2 ans comme étant un paradis fiscal. Et donc la baisse d'une telle pression fiscale peut susciter évidemment des interpellations au niveau de l'OCDE, qui est l'Organisation de la coopération et du développement économique déjà. Et une telle interpellation pourrait être nuisible pour une diplomatie économique marocaine qui de plus en plus cherche, au-delà notamment du traité de la Méditerranée avec les pays arabes, de pouvoir investir notamment dans en Afrique noire subsaharienne. Le littoral atlantique marocain au large d'Agadir regorge d'importantes réserves du précieux or noir qu'est le pétrole. Selon l'Office national des hydrocarbures et des mines du Royaume, entre 2000 et 2022, le pays a foré 67 puits, dont 40 se sont révélés positifs pour le pétrole ou le gaz. Dans son ambition, le Maroc a besoin des compagnies pétrolières disposées à investir entre 70 et 100 millions d'euros pour une seule exploration en mer. Quand l'inflation ronge les prix des produits de grande consommation, ce sont les consommateurs qui payent. Cas concret avec l'huile de palme, une des principales matières premières agricoles qui a vu ses cours s'envoler. En Côte d'Ivoire, deuxième pays producteur d'huile de palme en Afrique,
commerçants et consommateurs semblent être acculés. Les explications de Zara Mohamed-Moutiou. Le stand de gâteaux aux haricots frits de Djenaba Belem, basé ici à Abidjan, est un monde loin de la guerre qui fait rage en Ukraine. Mais son petit commerce est maintenant à la merci d'une conséquence inattendue, l'emballement des prix de l'huile de palme en raison de l'augmentation des cours mondiaux. Une situation également liée au resserrement de l'offre dans les principaux pays producteurs. Les clients se plaignent, disent que non, la galette est devenue plus petite. C'est devenu plus petit qu'avant. On essaie de les faire comprendre que non, ce n'est pas de notre faute. Le marché est devenu cher, l'huile, on ne peut pas l'acheter. C'est vraiment difficile. C'est aussi la hausse des prix du pétrole brut qui a accru la pression sur l'huile de palme, une matière première couramment utilisée pour les biocarburants. Un bidon d'huile de palme de 25 litres qui coûtait autrefois à Djenaba Belem 19 500 francs CFA, lui revient désormais à 25 500 francs CFA, soit plus de $40. Bon, je ne voulais même plus vendre parce que je me suis dit que non, si l'huile a augmenté jusqu'à ce point-là, si je vends, qu'est-ce que je vais gagner? Donc vraiment, il y avait beaucoup de doutes dans ma tête. Et désormais, commerçants et consommateurs doivent faire face à cette flambée des prix, qui s'ajoute à celle sur les autres produits alimentaires de base, comme le pain, dont l'inflation a été aggravée par l'offensive russe en Ukraine. Le premier vaccin antipaludique Mosquirix se déploie 6 mois après son homologation par l'Organisation mondiale de la santé. Plus d'1 million d'enfants du continent ont pu bénéficier de ce vaccin. Cette avancée considérable est-elle suffisante pour lutter contre le paludisme qui tue plus de 260 000 enfants chaque année sur le continent? Élément de réponse avec Nathalie Mo. 6 mois après son homologation par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le vaccin contre le paludisme, le Mosquirix, a déjà été administré à plus d'1 million d'enfants en Afrique. Dans les pays où il est déployé, le nombre d'hospitalisations dues au paludisme a baissé d'1 tiers. Toutefois, l'OMS regrette que les gouvernements tardent à introduire ce vaccin dans leur programme de vaccination. Le vaccin antipaludique Mosquirix est un vaccin qui était encore en phase d'essai il y a d'ici peu. Ce qui peut expliquer la raison pour laquelle jusqu'à présent ce vaccin n'est pas encore compté parmi les vaccins du programme vaccination, mais il y sera d'ici peu. Le vaccin contre le paludisme pourrait sauver la vie de 40 000 à 80 000 enfants africains supplémentaires chaque année. Selon l'OMS, la demande de ces vaccins pourrait rapidement être supérieure à l'offre. L'Afrique subsaharienne a besoin de plus de 80 millions de doses de vaccins par an, alors que jusqu'ici, la production est inférieure à 15 millions de doses annuellement. La majorité des pays africains actuellement ne font vraiment pas encore de grosses commandes parce que les politiques de ces pays ne sont pas encore très ancrés et je crois que c'est avec le temps qu'on aura ce problème de rupture de vaccins. Le vaccin Mosquirix est efficace à 30% pour prévenir les cas graves de paludisme. L'OMS indique qu'il doit être associé à d'autres formules thérapeutiques pour réduire de 70% le nombre d'hospitalisations liées au paludisme. Le vaccin antipaludique est le résultat de 30 années de recherche et de développement menées par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline avec le soutien d'un réseau de centres de recherche africains. Le Nigeria reste sous le choc après l'explosion d'une raffinerie illégale le 22 avril qui a fait au moins 110 morts. Le 26 avril, les membres d'une communauté de l'État d'Imo ont procédé à l'enterrement d'une douzaine de victimes de cette explosion meurtrière, un sujet de Océane Kwasi. Dans la communauté d'Abézi, une dizaine de corps carbonisés, désormais méconnaissables, attendent d'être enterrés. C'est dans une atmosphère devenue irrespirable que les hommes de la communauté, accompagnés d'employés humanitaires, sont mobilisés afin d'enterrer les victimes de l'explosion qui s'est produite le vendredi 22 avril, provoquant la mort d'une centaine de personnes dans la région d'Imo. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre justice en tant que gouvernement responsable. À cause de l'explosion, la majorité des corps ne peuvent pas être identifiés. Son Excellence le gouverneur nous a ordonné d'enterrer les corps qui ne pouvaient pas être identifiés par leurs proches. Ce désastre a pris la vie de plus de 100 personnes. Certaines ont été récupérées par leurs proches et 50 personnes n'ont pas pu être identifiées.
Le pays n'avait pas connu d'explosion meurtrière similaire depuis octobre 1998, faisant plus de 1000 morts. Au Nigeria, c'est un marché illégal qui s'est pérennisé. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de raffineries clandestines qui sont exploitées dans le pays. Dans la région pétrolifère du Niger, dans le sud du pays, les trafics illégaux d'hydrocarbures sont fréquents. Pour la plupart des Nigérians, le raffinage illégal représente un moyen de survie économique, malgré les conséquences sanitaires et environnementales. Vous savez ce que ça signifie, perdre une centaine de membres d'une communauté. Cette disparition affecte la communauté entière, car nous avons plus de 16 communautés qui ont construit Ebema. Je souffre terriblement. Au moment où je vous parle, mon cœur saigne. Au même titre que ses prédécesseurs, le chef de l'État Muhammadu Buhari a engagé des actions pour lutter contre le marché des raffineries illégales, mais sans succès. Le propriétaire de la raffinerie clandestine est actuellement activement recherché par les forces du gouvernement. Après le Cameroun, c'est la Gambie qui répond aux propos de Jamel Belmadi. La Fédération gambienne de football a annoncé ce mercredi 27 avril avoir déposé une plainte officielle contre le sélectionneur algérien après ses propos sur Bakary Gassama, arbitre gambien du match barrage qui opposait l'Algérie au Cameroun le 29 mars dernier. La Fédération gambienne de football a demandé à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires à l'encontre du technicien algérien qui multiplie les propos polémiques depuis l'élimination de l'Algérie de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar en fin d'année. Rappelons que la FIFA étudie depuis le 21 avril la plainte déposée par l'Algérie concernant ce match. Une réponse est attendue dans les 15 jours. La Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort de 2 rendez-vous cruciaux. Le premier concerne les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations ce jeudi 28 avril et le second, les chapeaux de la Coupe d'Afrique des Nations féminines ce vendredi 29 avril. Le point avec José Douglas. Tirage au sort du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football en Afrique, organisé par la Confédération africaine de football tous les 2 ans en alternance avec la CAN. Sa particularité est la participation uniquement de joueurs du championnat de chaque pays. La compétition aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Tirage au sort des éliminatoires de la compétition ce 28 avril 2022. Une compétition qui avait élu domicile au Cameroun en 2018 et remportée par le Maroc. Autre rendez-vous, c'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total Energy Maroc 2022. 12 pays sont concernés par la compétition et regardez, il s'agit du Botswana, le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Maroc, pays hôte, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie. Le tirage au sort aura lieu au complexe Mohamed VI de Rabat, ce vendredi 29 avril à 20h30 GMT. Dans le règlement, il y a des positions prédéterminées. A1, Maroc, car c'est le pays hôte. En B1, le Cameroun, deuxième équipe la mieux placée. Et en C1, le Nigeria, tenant du titre. Autre information en provenance de la CAF, sachez qu'au cours de son allocution au sommet Forbes U30 Afrique à Gaborone, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré qu'il est urgent que les entreprises et les gouvernements participent au développement des jeunes. Le président de la CAF a également eu un entretien privé avec le chef de l'État du Botswana, son Excellence Mogwitsi Masisi. Nous avons été témoins de la collaboration du gouvernement botswanais et de sa contribution au développement du football au Botswana. Je tiens à remercier le président Masisi pour son soutien et son engagement envers le football au Botswana et sur le continent africain. Le président de la CAF a rappelé la popularité du football en Afrique et l'engagement de la CAF à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les gouvernements, le secteur privé et d'autres parties prenantes. L'urgence maintenant, c'est de se lancer et de faire bouger les choses. Certains de nos jeunes sont parmi les meilleurs au monde. Ce dont ils ont besoin, ce sont des ressources financières et du soutien. Le football africain toujours en pleine expansion et cela devrait continuer. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.